standing ovation, je cap. C'est un des moments forts de ma vie professionnelle. Je fais comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Là, il y en a qui viennent me voir et me disent, hey, t'es vraiment bon, viendrais-tu parler à mes employés? J'ai dit oui. Il dit, combien tu charges? Ah. J'ai dit 100 $. Il dit, parfait. Hey, j'étais content. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir Sylvain Boudreau. Moi, je le connais il y a quelques années. Je l'ai rencontré grâce à Martin Latulippe. C'est quelqu'un que j'admire profondément. On a essayé d'avoir quelques rendez-vous à plusieurs reprises, puis aujourd'hui, ça arrive enfin! Ça fonctionne, je suis content. Je suis très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Très, très contente que tu sois ici. Toi, tu es un grand conférencier que moi, je regarde depuis un bon moment. Puis tu as une conférence qu'on entend souvent parler, qui est le Mois Inc. On va avoir l'occasion d'en parler. Tu es beaucoup dans le corporatif. Oui. Par choix. J'adore le corporatif. En fait, souvent, les gens me disent, on ne peut pas t'entendre. Oui, mais je rejoins beaucoup de gens par le corporatif, par leur travail, dans le fond. Là, au nombre de conférences que je fais. Alors, je rencontre beaucoup les gens, mais pas de façon publique. Je dis souvent que si... J'en ai fait souvent. Ça fait 31 ans que je suis conférencier. Quand tu loues une salle puis tu vends des billets, comprends, disons que je vends 300 billets, il faut que je vende 300 billets. T'es d'accord? Oui, c'est ça. Corporatif, tu vends un billet. Un billet qui est celui du patron, mettons. C'est plus facile, c'est ça, exactement. Mais après, les gens viennent sans trop te connaître, puis après ça, ils tombent amoureux instinctivement avec Sylvain Boudreau. Avec le concept. Voilà. Non, avec aussi ta façon de partager le message. Bref, tu as un talent inné fou. Je commence toujours mon podcast avec l'enfance de mes conférenciers. Fait que je vais t'amener quand tu étais en 3e, 4e année. Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Est-ce que tu étais un petit gars timide? Un grand gars, parce que tu as toujours été grand. Très timide. Très timide? Très timide, oui. Très timide. Vraiment timide. En fait, ce que j'ai réalisé, encore aujourd'hui, puis là, il y a des gens qui vont... Ceux qui me connaissent le savent, mais les autres vont être surpris. Tu vas me mettre devant 2000 personnes ou 5000 personnes à 10 secondes d'avis. Je n'ai aucun stress. Puis quand je dis zéro, là, c'est pas de l'humour, c'est zéro stress. Tu sais, il y a des conférenciers où des gens, des fois, avant d'entrer sur scène, il faut qu'ils marchent, ils ne peuvent pas manger. Ils ont mal au ventre. Ils ont mal au ventre. Moi, là, c'est fascinant. Jusqu'à la dernière seconde, tu pourrais me dire, go, j'y vais. Je suis bien, je suis dans mon élément. C'est incroyable. Aucun stress. Par contre, être en one-on-one ou être dans un petit groupe où les gens ne me connaissent pas, je suis timide. Fait que c'est pas toi qui allais vers les amis, c'est les amis qui venaient vers toi? Exactement, oui, c'est ça. J'avais quelques bons amis, mais je n'étais pas quelqu'un qui était extraverti. Parler en classe, c'était impossible. Non. Fait que toi, quand le professeur annonçait un exposé oral, comment tu réagissais? C'était la fin du monde. Je veux dire, écoute, là, c'est vrai que j'avais mal au ventre. Moi, c'est vrai que je dormais pas. Non, c'est ça. Mais la vie est drôle. Hein? La vie m'a amené à être conférencier, mais à l'époque, c'était impossible de le prévoir. Impossible. Mais c'est cet aspect-là que je veux amener. Tu sais, souvent, j'ai des gens qui sont incroyablement timides quand ils étaient jeunes, puis aujourd'hui, c'est leur métier, puis tu en es la preuve. Mais la timidité fait partie de ma vie encore, par contre. Encore? Oh, oui, ça, je veux que ça soit clair. Si on avait à me définir vraiment un scan de qui je suis, il y a une partie timide. C'est quand je suis seul dans un endroit, je connais pas les gens, je suis pas le genre à aller à me présenter de façon spontanée, disons. Là. OK, fait comment tu la surmontes, cette timidité-là, pour les gens qui nous écoutent, qui ont cette timidité-là? Écoute, tu sais, la vie est complexe. L'être humain est complexe, la vie est complexe. Il y a beaucoup de teintes de gris, hein, c'est pas blanc ou noir. Oui. Je suis quelqu'un, d'abord, qui aime ça être seul. Il y en a qui ont peur de la solitude, il y en a qui seraient incapables de vivre seul. Moi, je suis très bien seul. OK? Puis je pense que c'est le travail qui m'a amené là aussi. Okay. C'est-à-dire que ma job, c'est pas de faire des conférences, ma job, c'est de faire de la route. On s'entend? Oui. Un conférencier comme moi, la plupart du temps, je suis seul. On s'entend? On est sur la route à l'hôtel, on est seul. On rencontre des gens, mais de façon générale, bon. Et moi, je suis quelqu'un qui est très bien dans la solitude. Je suis bien avec moi. Je n'ai pas besoin des autres pour meubler mon temps ou meubler... je suis très bien seul. De sorte que ça a fait en sorte que j'ai développé... Quand je te parle de timidité, j'ai jamais été malheureux d'être seul. C'est pas quelque chose qui m'a manqué. Ça te nourrit, là, d'être seul. Là. C'est ça. Puis il faut dire aussi, je peux le dire, c'est que moi, dans ma famille, je suis l'aîné d'une famille de 6. Okay. Donc, j'ai 5 frères et sœurs. À la maison, ça brassait en tabarnache. On s'entend? Fait que sortir de la maison puis me ramasser seul, c'était pas désagréable. Tu comprends? Là? Enfin! Exactement. L'autre élément, c'est que parler devant les gens, moi, la vie m'a amené là. Okay. C'est-à-dire que mon premier emploi à vie, tu sais, on a tous une première job. C'est quoi? Il y en a qui c'est la restauration, les boutiques. Moi, ma première job à vie, là, mon premier chèque de paye, je donnais des cours de natation à des enfants. OK.
je venais d'avoir 16 ans, je voulais être sauveteur sur bord des piscines. On appelait ça moniteur adjoint à l'époque, anyway. Donc, mon premier travail, c'est de dire bonjour les amis. Tu comprends-tu? Donc, c'est une crowd. Ils ont 3, 4, 5 ans, ils sont devant moi, ils sont 10, mais c'est un conférencier qu'une crowd, tu comprends? Oui. Donc, la vie fait en sorte que j'ai toujours fait ça dans la vie. Je veux dire, c'est incroyable quand je repense à ça. Ça a commencé avec des cours de natation. OK. Aux enfants, aux adultes. J'ai coaché des équipes. La natation, ceux qui le savent, là, la natation, c'est très près des premiers soins. C'est connexe. Donc, après ça, j'ai donné des cours de premiers soins longtemps. Donc, cours de premiers soins, encore une fois, là, ils sont plus vieux. Ils sont plus vieux, mais ça reste une crowd. Oui. J'ai été DJ à un moment donné. DJ, t'as un micro, tu parles à du monde dans un mariage. Attends, faut que tu m'expliques, là, de sauveteur à DJ, comment on fait le gap? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Mais tout ça pour te dire que la vie a fait en sorte que j'ai toujours été devant les gens. Mais tu vois, je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages. Moi aussi, je suis l'aînée. On est 4 filles chez nous. OK. J'aime beaucoup les gens, mais moi aussi, j'ai besoin d'être toute seule. Ouais, parce que quand on est tout seul, ça nous permet de faire ce travail-là, de ensuite mieux communiquer, mieux transmettre les messages qu'on a à transmettre. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Sylvain Boudreau? Bon, je suis un gars de Québec. Oui. Comme je viens de le dire, l'aîné d'une famille de 6, une famille... il y en a qui... C'est drôle, la perception des gens. Il y en a des fois qui me voient sur scène ou qui... Ah, lui... la vie a dû être facile ou quoi. C'est pas ça du tout. Moi, l'année d'une famille de 6, mon père alcoolique, on était pauvres. C'était n'importe quoi. Je veux dire, la vie familiale, n'importe quoi. C'était incroyable. Quand je repense aujourd'hui, c'est fou. Ma mère, qui a fait ce qu'elle pouvait, m'a donné des responsabilités très jeunes. À 12 ans, c'est moi qui gérais la maison. 12 ans, t'imagines-tu? Je me souviens très bien. Je me souviens, une fois, elle m'avait dit, va faire l'épicerie avec la voiture. Je dis, voyons, elle dit, si la police t'arrête, ils viendront me voir, j'aurai... Elle, c'était... J'avais sur mes épaules la charge de la maison. La charge de la famille. Puis la maison, c'était pas agréable, ma maison, à cause de mon père, évidemment. Puis c'est une maladie en passant. L'alcoolisme, c'est une maladie. Je pourrais en parler des heures. J'ai connu des gens alcooliques, j'ai fait du mouvement. Je veux dire, je connais ça là, sur le bout de mes doigts, c'est une maladie. Alors, je ne parle pas contre la maladie de mon père, je te parle des conséquences de sa maladie. De l'impact. Ben, c'est ça, là. Donc, ça pour te dire que ça a été une enfance difficile, vraiment pas le fun. Sauf que moi, je trouvais mon oxygène, c'était dans le sport. Donc, je faisais beaucoup de sport. Je nageais, j'aimais faire du... Tu sais, j'étais très actif et ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui est triste un peu pour ma famille, puis pour ma mère et mes frères et sœurs, j'en suis conscient aujourd'hui, c'est que dès que j'ai eu la chance de partir, en 12 heures, je suis parti. J'ai un de mes chums qui s'en allait en appartement avec sa blonde. Il aménage le 1er juillet, on va dire. Là. Il se quitte la journée d'avant, il se sépare. Fait que lui, il se ramasse tout seul dans l'appartement. Il dit, veux-tu venir? Oui. Bang. J'ai dit à maman, je m'en vais en appartement. À quel âge? Ben, j'avais 20 ans. Mais moi, je repense à mes frères et sœurs. Ouais. Tu sais, mon petit frère, à l'époque, avait 5 ans. Mon père était plus là. Moi, dans le fond, tu étais la figure marquante. Paternelle tous les jours. Puis en 24 heures, je suis plus là. Puis je suis pas revenu. Là. Je veux dire, j'ai parti... Je suis revenu, mais je veux dire, je suis jamais revenu coucher à la maison, si tu veux. Là, donc, c'était une question de survie à l'époque. Et c'est là que est enchaîné les cours de premiers soins. Puis ça, j'ai commencé à travailler dans le public. Et j'ai fait un bac en relations industrielles un peu sur le tard. Moi, tout ce qui est H2H... Tu as retourné à l'école. Oui. Tout ce qui est humain, tout ce qui est H2H, tout ce qui est... Encore aujourd'hui, ça fait partie de ma vie, puis c'est important. Pour moi, c'est l'humain. Plus il y aura de technologie dans nos vies, plus on a besoin de contact humain fort. Et ça, pour moi, c'est encore présent dans mes conférences. Tu comprends? C'est important. Donc, j'ai fait un bac en relations industrielles parce que le côté humain m'intéressait beaucoup. Et par la suite, à l'époque, le taux de chômage était épouvantable au Québec. Il n'y avait pas de job. Les gens, c'est dur à croire aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'emploi. Alors, il y a un cégep qui m'a engagé suite à mon bac pour donner de la formation aux adultes le soir. Un cours de RH, de gestion de ressources humaines. J'ai accepté. J'ai eu beaucoup de succès. Il y a une chambre de commerce qui ont appelé cet organisme-là en disant on cherche un conférencier bénévole. Fait qu'eux, c'est la première entreprise qui te donne ton opportunité de faire une conférence. C'est OK, sûr. parle-nous de ça. Puis là, moi, il m'engage. Mais là, l'histoire, tu sais, l'histoire. Je veux l'histoire. Ici, c'est storytelling. OK. Ce qui arrive, l'histoire est incroyable. Je vais appliquer au cégep. OK, je vais appliquer au cégep éducation aux adultes. Ils me disent non, vous êtes trop jeune. Bon. J'étais très déçu. Ben oui, c'est sûr. J'étais très déçu. Et là, ça, c'est vraiment une histoire. Durant l'été suivant, ça, c'est au mois de juin. Durant l'été suivant, j'ai un de mes amis qui se marie. Moi, je suis invité au mariage et je décide de prendre le micro durant la soirée pour faire un mot, puis leur souhaiter du bonheur, puis je fais rire un peu les gens. Hey, tu me croiras pas, mais la dame qui m'avait refusé était en salle.
C'est une amie de l'amie, là, je ne sais pas trop. Hey, là, elle vient me voir, elle me dit, moi, connaissez-vous? Je dis oui. Elle dit, je pense que j'ai fait une erreur, venez me voir lundi matin. Elle m'a engagé. C'est comme ça que je suis devenu formateur, tu comprends? Si je ne vais pas au mariage, je ne sais pas là, je ne suis pas ici devant toi aujourd'hui. T'es timide. Tu sais, c'est oui. ça, tu vas au micro pour souhaiter, mais ben t'es là, c'est un timide. couple d'amis, c'était comme... Anyway. Alors, si elle n'est pas au mariage, peut-être que je ne suis pas devant toi aujourd'hui. Tu sais, la vie, là, tu sais, c'est un effet de domino, hein? Moi, je dis, c'est l'univers qui conspire. En tout cas, merci l'univers, OK? On peut-tu? Oui, merci oui. l'univers. Alors, c'est ça. Donc, j'ai donné de la formation aux adultes le soir. Mais une chambre de commerce ont appelé en disant, on veut un conférencier bénévole. Je suis allé. Je savais même pas c'était quoi une chambre de commerce, je te le dis. Moi, je vais là. Puis ceux qui me suivent, qui me connaissent, j'avais inventé le concept du sympathique et professionnel qui m'a toujours suivi dans mes conférences. Donc, je fais ça, 20 minutes, standing ovation, je cap. C'est un des moments forts de ma vie, professionnel. Je fais comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y en a un qui vient me voir et me dit, hey, t'es vraiment bon, viendrais-tu parler à mes employés? J'ai dit oui. Il dit, combien tu charges? J'ai dit 100$. Il dit, parfait. Hein, j'étais content. Là, j'ai fait une petite carte d'affaires, Sylvain Boudreau, formateur, en tout cas. Et là, est-ce que tu t'étais préparé pour cette conférence-là que tu disais, je savais même pas c'était quoi la Chambre des commerces. Tu es arrivé avec un concept, donc tu l'avais travaillé. Ben oui, c'est que mon concept sympathique et professionnel, je l'ai écrit en 1994. Et c'est encore une partie importante de mes conférences. Dans toutes mes conférences, je parle de sympathique et professionnel. L'humain d'abord. Oui, la compétence, mais si l'humain... Tu sais, on va toujours adopter un humain avant de faire affaire avec lui. Oui. Tu comprends? C'est toujours qui tu es avant ce que tu fais. Donc, j'avais développé ça, ou j'avais créé ça en 1994, comme je te dis. De sorte que quand je suis allé présenter ça, pour moi, c'était une évidence. Tu sais, j'étais dans ma zone de confort. Oui, voilà. C'était des convictions profondes. Donc, et c'est là qu'il m'a dit, viendrais-tu parler à mon équipe? J'ai dit oui. Et là, première conférence, 100$, là, tu sais, il y a peut-être de quoi. Fait que là, je crée un cours de vente, c'est n'importe. Avec du recul, là, tu sais. Je crée un petit cours de vente qui avait 5 points. Ça durait une journée, il y avait 5 points. Mais le point numéro 4 s'appelait Moi Inc. Et ce que je disais, rendu là dans la journée, je disais, faut prendre soin de soi dans la vie. Moi, je suis un gars qui a toujours fait du sport, faut prendre soin de sa santé. Par respect pour ceux qui n'ont pas la santé, si tu l'as, fais attention. C'est un bien précieux, la santé. Alors, je parlais du Moi Inc. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, si je mets le... Puis là, je parlais surtout des vendeurs. J'ai dit, si je prends le Moi Inc., je le mets en haut. Là, je ne parle plus aux vendeurs. Là, je parle à tout le monde. Oh, c'est pas pareil. T'es d'accord? Alors là, en 96, j'ai créé le Moi Inc. OK. Et c'était... Ça a été légendaire. Aujourd'hui, on est assis un en face de l'autre et à plus de 4600 représentations de conférences ici et partout à travers le monde. Oui, surtout au Québec, mais oui, effectivement. Ah non, c'est fou. Mais, tu sais, le Moi Inc., là... Est-ce que tu savais que ça allait être grand comme ça? Jamais. Parle-nous de ça. Jamais. Mais jamais. Tu sais, le rôle de l'imposteur, tu sais, comme le syndrome de l'imposteur. Tu sais, moi, puis à l'époque, il y avait des beaux et bons conférenciers. Puis il faut comprendre qu'à l'époque, on était peut-être une douzaine. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000, mais on était une douzaine. Bon, on se connaissait, les conférenciers au Québec. C'était pas... Il n'y en avait pas beaucoup, là, tu comprends? Puis, mais à l'époque, encore aujourd'hui peut-être, mais à l'époque, tout était axé beaucoup sur la tâche. Oui. Tu sais, exemple, un cours de vente, c'était les 12 façons de conclure une vente. Les 8 façons de faire face à une objection. C'était beaucoup axé sur la tâche. Bon. Alors que moi, j'étais plus dans le comportement, l'attitude, le sourire, prendre soin des gens, être bienveillant, tu sais. Alors, rapidement, je vais dire ma vision, ma façon de le dire. Puis moi, je suis un gars très coloré sur scène. Je suis très direct in your face. Des fois, je sac, j'ai des images très fortes. Tu bouges beaucoup ça aussi bouge sur beaucoup, scène. je bouge. Tu sais, il se passe de quoi, là? C'est entertaining. Ah ouais, c'est ça. Donc, probablement qu'un mélange de ça fait en sorte que le Moi Inc. rapidement est devenu populaire. Tu sais. Il est devenu populaire. Alors, c'est ça. Fait que jamais j'aurais prévu ça. Puis, j'étais un gars, à l'époque, qui était aussi très créatif. C'est-à-dire, rapidement, j'ai sorti un DVD. Oui. Et là, les gens un me disaient... des premiers. Là. Ouais, moi, je me rappelle d'avoir acheté une des premières conférences en DVD. Là, les conférenciers, mes amis, ils disaient, fais pas ça, tu vas perdre ta job. C'est-à-dire, si tu fais un DVD, pourquoi ils t'engageraient? Je me souviens très bien de 2 conférenciers qui me disaient, Sylvain, je te dis, tu te cours à ta perte, ne fais pas ça. Puis moi, je me disais, non, c'est une carte de visite. Le gars qui va voir le DVD le samedi soir chez eux, il va dire à son employé, hey, je n'ai trouvé un bon, il faut l'inviter. Tu sais, j'ai dit, ça va être une carte de visite. Alors, moi, je demeure à Québec. J'avais loué le Capitole de Québec pour faire le premier DVD. C'était du jamais vu. Puis je me souviens que quand je suis arrivé au Capitole pour louer le Capitole, c'est gros, là. C'est cher aussi. La dame m'a dit avec plaisir, puis on s'entend sur un prix. Puis elle me dit, vous représentez quelle organisation? J'ai dit, c'est moi. Elle a dit, oui, je sais, c'est vous, mais c'est quoi votre entreprise? Ben, j'ai dit, c'est moi. Ben, elle dit, vous, c'est moi qui le loue. J'ai été le première personne à louer le Capitole pour lui personnellement. Puis tellement que, puis c'est bien correct, ils ont dit, ben, à ce moment-là, vous allez nous payer la facture totale là. C'était pas un dépôt, tu sais, il n'était pas question. Je les comprends en passant, tu sais.
Je veux dire, c'est bien correct. Donc, j'ai payé la facture upfront parce qu'ils voulaient être sûrs que... Fait que j'ai fait le premier DVD. Mais là, dis la vérité. Est-ce que tu es nerveux? Tu viens de payer la facture upfront. Tu viens d'avoir des commentaires de gens que tu respectes, que tu admires, qui te disent « fais pas ça ». Puis là, toi, tu sais que tu t'en vas faire ça. Comment tu te sens cette soirée-là? Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de stress puis beaucoup d'imprévus. Puis c'est pas comme aujourd'hui. Regarde où on est aujourd'hui. C'est magnifique. À l'époque, c'était pas ça. C'est un super beau studio, je le dis tout le temps. Là. Merci les boys. La technologie. Machine 4771, là. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'était pas ça à l'époque. Oui. Alors, il fallait que tu vendes les billets. Il fallait que je remplisse la salle. C'est le Capitole. Si t'as 100 personnes au Capitole, ça a l'air fou. Donc, vendre les billets, s'arranger avec la technique, le montage. En tout cas, c'était un beau défi, mais d'une certaine façon qui a été un tremplin dans ma carrière, c'est sûr. C'est sûr que ça t'a donné un boost incroyable. Puis vendre les billets, on n'avait pas Facebook dans le temps. Fait que comment tu t'es pris? Des affiches, des porte-à-porte, des... Beaucoup. Moi, à l'époque, c'était les médias traditionnels, donc radio, télévision, journaux, bouche-oreille. C'était ça, là. T'avais pas le choix. Puis écoute, j'ai loué le Capitole plusieurs fois à l'époque, mais encore, il faut reculer à l'époque, pour attirer du monde, vendre des billets, je faisais tirer une croisière dans le sud. Puis à l'époque des croisières, personne ne faisait ça. Fait que t'achetais ton billet, je pense que c'était à 100 $, OK? C'était une demi-journée avec Sylvain Boudreau au Capitole. Puis dans la salle devant moi, c'est sûr qu'il y a une personne qui s'en va avec son conjointe en croisière. Tu comprends-tu? Fait que je rentrais dans le budget, puis tu sais... Et ça aussi, ça a été très populaire à l'époque. Ça attirait du monde, ça attirait les médias, le TV, radio, en disant c'est qui lui? Puis il fait tirer une croisière, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Fait que c'est pas juste enseigner le visionnaire, c'est-tu les visionnaires? Ben, j'avais cette énergie-là à l'époque, puis je le suis encore, en passant, très convaincu. Mais c'est ça, c'était comme, tu sais, la folie de la trentaine en disant je veux me démarquer, j'y crois tellement. Ça fait que c'est ça. Fait que 4600 représentations ici au Showcase des conférenciers. J'aime ça que les conférenciers viennent raconter des histoires où ça s'est moins bien passé. Fait que est-ce que tu as un épisode que tu as envie de nous raconter? Ouais. Un ou deux, là. Cathy, on va faire là, je vais être très, très, très conservateur, OK? Disons qu'il y a 1 % des conférences qui sont bizarres ou qui se passent de quoi de drôle. 1 %, c'est pas beaucoup. Tu es d'accord? Vous allez me l'accorder. Ça peut être 2 puis 3. On va dire 1 %. Ça veut dire que je pourrais te raconter 45 histoires. Tu sais, c'est mathématique, là. Fait que c'est complètement fou. Il y a des fois, là. Choisis-en une ou deux, puis je veux vraiment que tu me la racontes, parce que les conférenciens ont tendance à nous mettre des photos Instagrammables incroyables, non, que la vie des conférenciers, c'est jet-set. Montre-nous l'envers de la médaille. Je t'en raconte deux, une drôle, puis une moins drôle. Mais non. Il y a une femme de Chicoutimi, une pharmacienne, qui tripe sur le Moink, puis qui m'appelle, qui dit « Monsieur Boudreau, viendrez-vous parler à mon équipe à Chicoutimi? » Je dis « Oui, madame, je vais y aller avec plaisir, on se parle. » Là, elle ferme sa pharmacie le matin, elle rouvre un peu plus tard pour que je puisse parler à son équipe. Puis, tu sais, c'est du bon monde, puis ils sont contents. Je rentre dans la pharmacie était fermée pour les clients. Elle avait fait un petit lunch pour déjeuner, des croissants. C'était parfait. Tu sais, c'est de l'amour. Fait que là, elle me dit, là, on s'est installé dans le sol pour la conférence, parfait, je vous suis. Fait que je descends dans le sol. Je passais pas. Parce que t'es trop grand. Ben oui, la dame la plus grande mesurait, on va dire, 5 pieds 7 ou 5 pieds 8. Moi, je mesure 6 pieds 2. Est-ce que je descends? Là, je peux. J'ai sacré, désolé. Je descends, mais là, j'étais comme en 4. Ma tête passe pas. Fait qu'on a un problème. Fait que là, il y avait deux tuyaux. Je me suis dit, tu m'avais un bleu et un rouge. Fait que c'est des tombiers ou je sais pas. Un bleu et un rouge. Je me suis mis la tête entre les deux. Tu sais, fait que là, j'étais comme ça. De même. Fait que j'ai fait une conférence de même pendant 1h15. Entre deux tuyaux. Ah ouais. Fait que là, c'était drôle, mais c'était l'humour. De faire ta conférence assis. Non. No way, là. Parce que de la façon que tu bouges, là, moi, de la façon beaucoup. Je suis physique, tu sais. Je suis physique, alors c'est pas théorique, c'est pratique. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de concepts que je démontre dans ma conférence, alors fait qu'on a ri. Mais comment était la madame quand elle a vu le problème? Première seconde, elle était catastrophée, mais quand elle a vu ma réaction, hey, moi, je vais te dire de quoi. Pour que je me fâche ou que c'est impossible. Quand tu es conférencier, puis je le dis à ceux qui voudraient être conférenciers un jour, là, si tu fais ta prima donna puis tu as des specs très importants, hey, tu n'auras pas de fun dans la vie. Fais d'autres choses dans la vie. Faut que tu s'adaptes. À un moment donné, tu fais une conférence, le micro lâche, l'écran lâche, il arrive toutes sortes d'affaires. Quand tu arrives dans une ville, tu t'en vas faire une conférence, tu n'as pas nécessairement vu où tu vas faire la conférence. J'ai déjà fait une conférence dans une grange. Il y avait de la boîte partout, les vaches étaient là, j'avais des boîtes en caoutchouc pour faire une conférence-là, tu sais. Il me semble de voir arriver la fille à talons hauts dans la grange, c'est ça, là. Ou si toi, tu vas avoir une loge... Non. Tu sais, conférencier, là, moi, en tout cas, c'est toujours « qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Oui. La phrase, j'ai utilisée 100 fois dans ma vie. Si vous voulez que je passe le balai, je vais le passer. C'est dans le sens que, moi, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour vous autres. Voilà. Fait que si vous voulez que je sois là, je vais être là. Si vous voulez...
C'est sûr qu'il y a des specs qu'on doit respecter pour que notre message passe. Ça aussi, c'est un... Tu sais, je fais beaucoup de conférenciers, je leur dis, tu veux que ton message passe. Tu es en communication. Alors, arrange-toi pour que le minimum de specs soit respecté. Mais tu peux pas jouer à la vedette, ça n'arrivera pas. Là, tu sais. Fait que tu as dit 2 histoires. Fait que la deuxième, Je vais t'en compter plein. Je t'en compte une deuxième. Je m'en vais l'embauche, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je commençais peut-être 10 ans que j'étais conférencier, mais dans ce temps-là, on faisait beaucoup de parties de Noël. Alors, l'employeur se disait, c'est le party de mes employés. Donc, avant le souper, si tu veux, durant le cocktail, on va faire venir un conférencier. Alors, c'était très populaire à l'époque. Puis moi, je disais oui la plupart du temps. Fait que là, je m'en vais dans la Beauce. Puis, tu sais, moi, je pense beaucoup aux gens devant moi. Pense à ça, là. C'est une usine. Les employés qui sont là, qui sont accompagnés de leur conjoint-conjointe, c'est probablement leur seul gros party de l'année. Tu es d'accord? Oui. La madame s'est faite coiffer le matin. Le monsieur s'est acheté une cravate. Ils sont là. C'est bar ouvert depuis 5 heures ou depuis 4 heures. Moi, je monte sur scène, d'accord? Puis il y avait un band de musique. J'étais pris entre le drum et la guitare. Là, puis là j'avais 1h15. Je monte sur scène. Bonjour tout le monde. Personne ne m'écoute. Puis là, je réalise, ils sont tous chauds. Ah! Et en passant, je n'ai pas d'affaires là. Je ne sais pas si tu me suis. Si tu regardes ça de façon externe, le conférencier, non, ça n'a pas de bon sens que je sois là. C'est leur party. Fait que là, je parle bonjour tout le monde. Là. Fait que là, je commence à le moindre un peu. Personne ne m'écoute. Puis là, je dis, hey, les gars, écoutez-moi. Blablabla. Hey. Au bout de 8 minutes, j'ai dit time out. Puis là, j'ai crié time out, time out. Là, ils m'ont regardé. Écoutez, gang, vous avez travaillé fort toute l'année. C'est votre party. Vous le méritez. Je vous félicite pour ce que vous avez vu. Je vous souhaite d'avoir du plaisir. Je n'ai pas d'affaires ici. Je vous souhaite bonne soirée. À la prochaine. Je suis descendu de scène, 8 minutes. Je suis allé voir le propriétaire. Je lui ai dit, écoute, donne-moi le chèque d'abord. J'ai pris le chèque parce que... OK. J'avais... Dans ce temps-là, c'était des DVD. Aujourd'hui, des téléchargements. Mais des DVD, moi, je trouve que c'était un bel objet. Un DVD, ça remettait un bel objet. C'était pas un téléchargement. Là. Donc, je suis allé chercher une caisse de DVD dans l'auto. J'ai donné la caisse de DVD. J'ai dit, tu donneras ça à chacun de tes employés. J'ai dit, ils vont prendre le temps de mieux comprendre le concept que ce soir, c'est impossible. Ils n'écouteront pas. Ils méritent leur party. Bonne soirée. Alors, tout ça pour te dire que je suis monté sur scène, puis 11 minutes après, j'étais dans mon auto, j'étais reparti, puis c'était fini. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Je dois t'avouer que j'avais une veine ici, par contre. J'imagine, j'imagine que 8 minutes, ça a dû être pénible. 11 minutes, ça a dû être pénible d'essayer d'avoir l'attention. C'est impossible. Je veux dire, t'as beau faire ce que tu voudrais, ils t'écoutent pas. Puis j'ai pas d'affaires là. C'est pas de leur faute, là. C'est ça. L'idée était pas bonne. L'idée était mauvaise. Puis la réaction du dirigeant d'entreprise... Il était d'accord avec moi. Quand il a vu ça aller, il était d'accord avec moi. Parce que j'ai oublié de dire que je lui avais dit, j'avais dit, écoute, c'est pas une bonne idée. Moi, ce que je te propose, fais-moi venir plus tôt. Tu commenceras le 5 à 7 après la conférence. Il fallait pas boire avant que je commence. C'est logique. Fait qu'il a réalisé que j'avais raison. Après ça, tu as pu accepter des parties de Noël, genre? Bien, j'en fais l'occasion, mais c'est toujours selon mes directives. Oui. C'est-à-dire que... Parce que quand tu es conférencier comme moi, oui. J'ai un message à passer. Puis je veux avoir de l'impact. Oui. Quand tu investis en conférence, ça, je dis à tous mes clients, quand tu investis en conférence, tu investis 3 choses tout le temps. Tu investis du temps, alors le temps de préparation de conférence, c'est le temps. Tu investis de l'argent, les honoraires, la technique, les salaires, le lunch, pas trop. Tu investis de l'espoir. De l'espoir qui ait un impact, de l'espoir qui ait un avant puis un après. Une transformation. De l'espoir qui ait une transformation. Alors, pour que tu puisses avoir de l'impact, pour atteindre cet objectif-là, il faut que les conditions soient idéales. Alors, quand les gens ont bu, tu comprends? Les conditions ne sont pas idéales. Fait que ça ne donne rien. Là, on perd notre temps. Là. Toi, tu es un conférencier hyper inspirant. J'aimerais savoir si toi, tu écoutes des conférenciers, s'il y a des gens qui t'inspirent. Est-ce qu'il y a des gens que toi, tu écoutes? OK, là, on s'en va dans une discussion un peu plus... Bon. Je dois te dire que je ne représente absolument pas la moyenne des loups. Comprends-tu? Je ne représente pas la moyenne des gens. J'ai des idées très arrêtées. OK. Moi, je crois à l'unicité. Je crois que nous sommes tous uniques. Et je pense qu'il faut développer et entretenir cette unicité-là. D'accord? Ceci étant dit, quand je vois des gens qui veulent être conférenciers, puis qui me disent, en tout cas, moi, je vais être conférencier, je suis allé voir tous les conférenciers, je lis tous les livres sur la croissance personnelle, je vais fou avec ça. Je leur dis, arrête. La semaine passée, il y a une semaine, je coachais une fille.
J'ai dit, là, tu vas arrêter d'aller voir des conférenciers, arrête ça, là. Puis arrête de lire. Tu sais, arrête de lire, là. Tu veux être unique, arrête de lire. Pourquoi? Parce que si tu vas voir tous les conférenciers, tu vas être sur scène. Moi, je vais être voir là, dans un an. Ah, ça, c'est du Isabelle Fontaine. Ah, ça, c'est du Tony Jasmin. Robbins. Ça, c'est du Tony Robbins. Tu sais, quand tu vois un jeune conférencier sur scène qui va dire vous êtes la moyenne des 5 personnes autour de vous, voyons donc, tabarnage, ça a été dit à 50 ans. Penses-tu que tu es unique? Je veux dire, ça n'a aucun bon sens de dire ça. Puis l'idée est vraie, on s'entend. Mais toi, tu vas être conférencier. Alors, moi, voir des conférenciers, j'ai aucun intérêt. Puis je le dis, là, j'en ai vu quelques-uns et c'est des gens très, très proches de moi. Moi, exemple, j'en ai nommé quelques-uns, mais Isabelle Fontaine, pour moi, il y a elle puis il y a les autres. Fait dire, puis c'est quand je vais voir Isabelle, sincèrement, ou Jasmin, c'est rarement sur le contenu. C'est beaucoup le contenant. Ouais, moi, je pense qu'un bon personne. conférencier, c'est le contenant puis le contenu. Malheureusement, le contenant est plus important. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de capter l'attention, si tu n'es pas capable d'avoir les gens qui te regardent, ton message ne passera pas. Alors, c'est ça. Puis aussi maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a trop de gens qui nous regardent sur scène qui disent c'est facile. Puis je comprends. Ils vont me voir sur scène tantôt, ils vont dire hey, je pourrais faire ça. Moi aussi, c'est facile. Ce qu'ils ne comprennent pas, là, Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Dis, là. c'est que le succès, c'est pas d'être sur scène. C'est pas de faire une conférence, pardon. C'est pas ça. Faire une conférence, tout le monde peut faire une conférence. Le succès, c'est d'être sur scène, c'est que le téléphone ait sonné. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le téléphone va sonner, que tu vas te ramasser sur scène? C'est parce que tu es unique, parce que tu es reconnu, parce que tu as fait ta place, tu comprends? Parce que ton message est puissant. Ton message est puissant. Mais il y a des gens, exemple, il y a des gens qui ont des messages probablement plus puissants que le mien, d'accord? Qui auraient plus d'impact que moi, peut-être. Mais comme ils ne sont pas connus, comme ils ne sont pas brandés, comme ils n'ont pas d'appel, ils ne donnent pas de conférence. Alors, le métier de conférencier, d'abord, moi, je pense que c'est plus qu'un métier, c'est un acte de foi. Moi, c'est vraiment... C'est une passion dévorante. J'aime ça profondément. Je ne prendrai jamais ma retraite. Chaque conférence que je fais est la plus importante de ma vie. Cet après-midi, je vais être avec un groupe. C'est la plus importante de ma vie. Donc, il faut que ce soit un engagement. Il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Mais il faut comprendre que si tu veux qu'on te reconnaisse, ben n'essaie pas de copier les autres. Parce que ça ne fonctionnera jamais. Moi, qu'est-ce que je fais? J'en écoute des conférences, j'en vois des conférenciers, puis des fois, je vois des séquences copier-coller là, que je reconnais, que j'ai déjà entendues. Fait que quand tu dis qu'il y a des gens qui s'improvisent, un conférencier, j'en ai vu un puis un autre. Ça, c'est quand on arrive à se montrer vulnérable, authentique, c'est là qu'on se fait appeler. Exactement. C'est là que tu deviens, je répète, c'est là que tu deviens unique. Et c'est important, l'unicité. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu montrer que tu étais aussi unique? Parce que c'est ça, ton succès, les appels, le téléphone. Comment tu arrives à démontrer ton unicité? Moi, je pense qu'il y a 2 éléments distinctifs. Je vais y aller avec le contenu, le contenant, comme je te disais il y a quelques minutes. Le contenant, je suis très, très, très direct, physique, in your face. Je suis quelqu'un sur scène, que le monde font ça. Il y en a des fois qui vont me dire on vous engagerait, mais pas plus qu'une heure. Nos employés, au bout d'une heure, ils perdent l'attention. Je dis non, faites-moi confiance. non. Écoutez, ça fait 31 ans que je fais ça. Faites-moi confiance, ça va bien aller. Fait que j'ai la facilité de captiver. C'est un talent, puis ça s'est développé. Mais donc, sur scène, quand je dis sur scène en passant, je fais des conférences parfois dans une salle ici devant 12 personnes. Sur scène, c'est une expression, c'est pas nécessairement sur scène. Là. Donc, ce qui fait ma force, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que sur scène, je captive les gens, puis je suis très physique, puis j'ai beaucoup, beaucoup d'humour. C'est très drôle. L'autre élément, je crois, c'est que tous mes concepts traversent le temps. Je n'ai jamais suivi de mode. Ce que je disais il y a 20 ans, je le dis aujourd'hui, et quelqu'un d'autre le dira dans 20 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui a des punchlines, qui est précis. Je ne suis pas théorique, je suis très pratique. Je vais donner un exemple. Il y a eu un jour, il y a peut-être une quinzaine d'années, une mode d'un conférencier qui s'appelait Le Secret, le livre Le Secret. Oui. Puis à un moment donné, tout le monde a pris la tangente du livre Le Secret, on voit ça à l'univers, etc. Moi, jamais, j'ai même pas dit le mot secret. Moi, je suis en mission, je m'en vais par là. Mes principes de vie sont très clairs, intemporels. Tu sais, quand je dis prends soin de toi pour prendre soin des autres, c'est intemporel. On s'entend? Quand je dis qu'il faut faire des efforts pour avoir des résultats, c'est intemporel. Quand je dis qu'il faut prendre soin des humains qui nous entourent, c'était vrai il y a 100 ans, ça va être vrai
quand je dis que les jeunes, moi, je parle beaucoup des jeunes dans mes conférences, quand j'entends quelqu'un dire « Ouais, les jeunes ne savent pas travailler. » Ils n'ont jamais travaillé, ils m'ont dit. Hein, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant, prends-en soin. On dit. Ben voilà, mais tu sais, alors, j'ai des concepts, tu sais, bon succès. En tout cas, j'ai des concepts. On va qui les font nommer, ça. OK? Tu as des conférences qui traversent le temps. Tu es un qui a pris sa conférence Moi Inc. Puis qui l'a. C'était un peu la controverse de dire tu as juste une conférence puis tu l'emmènes partout depuis des années, mais justement, parce que ça traverse le temps, parce que ça parle à tout le monde. Nomme-nous tes 4-5 conférences que tu présentes tout le temps. Bon, j'en ai 4. En fait, j'ai créé le Moi incorporé. Ce qui est arrivé, je te raconte l'histoire. Le Moi incorporé, j'ai créé ça de la forme actuelle en 1996. ça dure encore. La conférence a évolué, évidemment, mais pas tant que ça. Non. Il y a peut-être 75 qui est encore ce que je disais il y a 30 ans. Donc, le Moi Inc. Après ça, j'ai créé Mêle-toi de tes affaires. Puis ça, c'est tellement drôle. À un moment donné, au bout de 10 ans, je me souviens, c'est l'été, il y a moins de conférences l'été, puis je me suis dit, naïvement, hey, tout le monde a vu le Moi Inc. Je pense que je l'avais fait des milliers de fois. Je me disais, voyons, tout le monde a vu le Moi Inc. Il faut que j'invente d'autres choses. Je vais perdre ma job, je n'aurai plus rien à faire. Donc, j'ai créé Mêle-toi de tes affaires, qui est une suite du Moi Inc. Donc, puis là, écoutez-moi bien, j'ai créé Mêle-toi de tes affaires, OK? Puis c'est la seule conférence que j'ai créée. C'est un besoin et non pas une inspiration, une intuition. D'accord? Okay. Et c'est la conférence qui fonctionne le moins bien chez moi. Je l'aime, mais c'est de loin la moins performante. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut que je crée une conférence. Et je ne crois pas à ça, moi. Il faut que ça vienne d'ici. Il faut que ça vienne du cœur. Donc, j'ai Mêle-toi de tes affaires. J'ai Va te faire voir qui m'a mis au monde. Puis moi, j'aime les titres punchés. Va te faire voir, c'est une conférence sur le réseautage. Dans la vie, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Va te faire voir, je la donne à des vendeurs, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des chambres de commerce, des jeunes dans les écoles. Tu sais, toutes les écoles techniques, vente et représentation technique. Tu sais, il y a beaucoup de programmes au Québec. Va te faire voir, puis je l'ai fait récemment dans une jeune chambre de commerce. Toute personne qui me regarde présentement, vous avez en bas de 25 ans, vous devez voir Va te faire voir. Va te faire voir. Puis j'ai des concepts, exemple, quand tu connais, tu ne peux pas déconnaître. Oui. C'est une phrase que j'ai écrite il y a 30 ans. Le monde m'arrête dans la rue. Hey, M. Boudreau, quand on connaît, on ne peut pas déconnaître. Donc, Va te faire voir, j'adore cette conférence-là. C'est des mots signatures, c'est des phrases signatures qui sont attachées à toi. Là. Exactement. Puis j'en suis très fier parce que c'est vrai, quand tu connais, tu ne peux pas déconnaître. Non. C'est une vérité de la palisse, tu comprends? Et en me promenant partout au Québec avec ces 3 conférences-là, j'ai réalisé à quel point les Québécois ont souvent de la misère avec les prix, les honoraires. On est gêné de charger. On est mal à l'aise. Donc, j'ai créé une conférence il y a 10 ans qui s'appelle « Ne soyez jamais mal pris », pris l'argent, le signe de dollar, « Ne soyez jamais mal pris ». T'as des bons titres, là, c'est moi, c'est important, il faut que ça soit punché. Et « Ne soyez jamais mal pris » est la 2e conférence la plus importante chez moi. Je la donne partout, tout le temps. C'est fou comme cette conférence-là aide les gens. J'explique dans la conférence « Ne soyez jamais mal pris » comment augmenter la facture moyenne au bénéfice du client. Et j'explique à quel point tu dois être fier de tes honoraires, tu dois justifier tes honoraires, tu dois avoir des honoraires de marché. Ta job, c'est de vendre tes honoraires. Il ne faut pas que tu sois mal pris. Le titre est là. Donc, j'ai 4 conférences. Puis avec ça, je m'amuse partout. Mais tu vois, moi, je m'en allais à... Il y a plusieurs dirigeants d'entreprise qui écoutent le showcase des conférenciers. Quand on engage Sylvain Boudreau, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, tu as parlé des conférences, mais je veux que tu ailles encore un peu plus en profondeur. Pourquoi on t'engage, toi? Ton unicité, le titre de tes conférences, tes couleurs. Mais l'impact. S'il n'y a pas de après et de avant suite à mon passage, je n'ai pas fait ma job. Et la très grande majorité de mes clients vont dire ça. Ils vont dire, hein, le moment était agréable quand tu es venu, on a eu du fun, c'est le fun. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a eu un après. Il y a eu un impact. D'accord? Je reçois, à cette heure facile, on reçoit des textos, des courriels. Oui. Hey Sylvain, j'ai fait ce que tu as dit, c'était incroyable. On a fait telle vente, on a fait ci, on a fait ça. Hey Sylvain, depuis que tu es venu, la mobilisation de l'équipe est fantastique. Hey, mieux que ça, souvent. Hey Sylvain, tu sais, quand tu es venu faire la conférence, il y avait un gars assis à ta droite. Oui, bien, suite à la conférence, il a démissionné. Il est parti. Quelle excellente nouvelle. Es-tu d'accord? Tant pour l'individu que pour l'entreprise. Ben oui, c'est parce que moi, j'arrête pas de le dire. Si t'aimes pas ta job, t'es pas bien, tu as le droit à faire d'autres choses. Voyons donc. Pour ton bien à toi, moi, Inc., t'aimes pas ça, c'est faire d'autres choses. Alors, moi, je veux qu'il y ait de l'impact. C'est ça qui fait ma force. Fait que tu l'entends autant des dirigeants que des employés qui t'écrivent après. Définitivement, oui. Est-ce que les employés sont plus réticents quand toi, tu arrives en conférence? Tu vois que c'est pas... C'est fascinant. J'adore ça. Toi, c'est un challenge supplémentaire. Là. J'aime ça. Je vais donner un exemple. Récemment, je fais des cols bleus d'une municipalité. Je rentre dans la salle. C'est majoritairement des gars. Tout le monde est... Là, je vais assez limiter, mais ils sont tous de même.
Même que je me souviens, je suis sur scène là-bas, puis il y a un gars qui me regarde pas. Il regarde en face de lui, il me regarde même pas. Ils sont tous de même. Parce que dans leur tête, je suis là pour passer des messages à l'employeur. Dans leur tête, je suis là pour les. Ils sont obligés de t'écouter. Ils sont obligés. Bon, là, moi, je connais ça. Il fait 31 ans que je fais ça. Fait que là, je pars. Là, j'ai fait rire un peu. Là, je vais le dire, de toute façon, on est ici pour être transparent. Là, je vais sacrer un peu. Moi, là, quand je sac, le premier petit Chris qui sort, ils font tout. Ah, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je te dis, c'est physique. Ils sont comme ça. Au bout de 15 minutes, ils sont comme ça. Au bout de 25 minutes, ils sont comme ça. Puis là, ils sont de même, ils rient. Mais ils veulent pas trop rire parce que c'est leur chum. Et là, quand c'est des clientèles comme celle-là, dès que je finis la conférence, je me dépêche, je m'en vais à la porte. Je m'en vais me mettre à la porte où ils sortent. Je reste là. Et c'est fascinant. La plupart passent à côté de moi, sont de même, là. Tu sais, ils sont tous avec leurs boys, là, puis ils passent à côté de moi, ils se collent, puis ils disent « Ah, il y a le grand, t'es bon en tabarnak. » Puis là, ils s'en vont, tu sais. Avec un sac pour souligner. Non, mais ils n'osent pas démontrer qu'ils ont aimé ça, tu sais. Mais ils viennent me le dire « Hey, t'es vraiment bon. » Puis là, après ça, je reçois des messages. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on vend des DVD. À ça, c'est sur la boutique en ligne, mais je fais une conférence comme ça, je viens de te dire, puis là, je regarde tout de suite dans les heures suivantes, là, on vend des DVD. Ah! Ouais. Fait que tu es capable de mesurer l'impact tout de suite. C'est le Parce que je leur dis, la conférence, oui, c'est pour vous, c'est le travail qui nous réunit. Oui. La conférence, c'est pas pour vous, nécessairement, c'est aussi pour vos familles. Si vous avez des enfants, des adolescents, tu sais, il y a des concepts que vous devez partager. Fait que je vais dire DVD, vous comprenez, c'est pas un DVD, mais permet ça aussi, là. Mais aujourd'hui, je sais, moi, tu sais, je t'ai suivi, là, je sais que tu amènes cette transformation-là. Il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent, il y a des aspirants conférenciers qui écoutent. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux? C'est le plus beau métier du monde et c'est probablement beaucoup, beaucoup plus difficile que ce que vous imaginez présentement. Parce que, je répète, le but, c'est pas de faire une conférence, c'est de se démarquer dans le monde des conférenciers. Et c'est une jungle. Aujourd'hui, moi, des fois, il y a des... Je vais inventer, OK, mais tu vas aller taper conférencier.com ou je sais pas trop quoi. Il y a des centaines de noms. Je ne connais pas un individu. Je regarde les faces, puis ils ont des beaux sites Internet, des belles... J'ai jamais entendu parler de cette personne-là. T'imagines-tu comment il y en a? Alors, la question, je dis toujours, c'est pourquoi je devrais te choisir toi. Puis, je vais le dire, là, il y a des conférenciers qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Puis, je le dis pas pour parler contre les conférenciers. C'est mon milieu, c'est mes amis. Mais quand tu es là pour savoir ce que ça va te donner, quand tu es conférencier pour avoir des likes, pour avoir le spotlight, pour... Tu as besoin d'amour, ça ne durera pas. Quand tu es là pour l'autre, 100% de ce que tu fais, il faut que ce soit pour l'autre, pour les personnes devant toi. Quand tu as ce mindset-là, tu as plus de chances de réussir. Donc, c'est pas ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est bon pour la personne que vous regardez. Fait que travaillez fort, soyez unique, soyez unique. Si t'es pas unique, oublie le projet. C'est ce que j'enseigne aussi, là, c'est extrêmement puissant. Merci pour ce partage-là. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, on s'est adressé à des aspirants conférenciers. Oui. Si on s'adresse à Sylvain Boudreau quand il avait 20 ans, qu'est-ce qu'on se dit? Mon Sylvain Boudreau, à 20 ans, d'abord, il était mêlé comme un jeu de cartes, OK? Il savait aucune idée de ce qu'il allait faire. Moi, là, je vais te dire, il y en a, tu sais, qui, dans l'adolescence, ils ont des passions. Je voudrais être pompier, je voudrais être médecin, je voudrais être ingénieur, je tripe sur la mécanique. Moi, c'était zéro. Moi, c'était le sport, j'étais pas... Puis, si je me parlais à 20 ans... Puis, bon, l'autre élément, être conférencier, ça prend un minimum de maturité. C'est-à-dire, être conférencier à 20 ans, c'est pas comme être conférencier à 30 ans. Donc, ce que je me dirais à 20 ans, c'est fais confiance à la vie. Présentement, tu n'es pas dans une belle période de ta vie. Présentement, tu as des doutes. Présentement, tu ne sais pas où tu t'en vas, mais reste qui tu es en tant qu'humain. Fais confiance à la vie. Puis la vie va t'emmener à une belle place. Parce que moi, ma première conférence comme ça, j'avais 28, on va dire 29 ans. Là. Et donc, de 20 à 29, c'était une période difficile dans ma vie. J'ai fait un bac, mais j'étais perdu. Mais cette période-là fait en sorte que je suis devenu un meilleur conférencier, je suis convaincu. Tu comprends? Que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui. C'est ça. Donc, quand j'étais dedans, devant 29, j'avais pas de fun. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir vécu ça pour la suite de ma vie. T'sais. Wow! En terminant, Sylvain, quelque chose qui surprendrait les gens? Quelque chose que les gens ne s'attendent pas? De moi? Toi? Ouais. Mon Dieu! Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que... Surprends-nous! Je chante très bien dans ma douche. Non, c'est drôle que tu parles de chant, si on peut me permettre. Ça fait 2 fois que j'accepte de participer à une levée de fonds pour une fondation à Québec qui s'appelle le Petit Blanchon. Et je vais être sur scène au Capitole de Québec, puis je vais chanter cet automne avec un band derrière moi. Est-ce qu'on va en avoir un extrait? Je vais chanter. Je n'ai pas encore arrêté. Moi, je suis quelqu'un qui a une voix basse. Tu sais, je gagne avec ma voix. Oui. Ma voix est peut-être basse. Alors, tout ce qui est crooner, ça me touche, c'est moi. Tout ce qui est aussi français.
Alors, moi, Charles Aznavour, en passant, si tu je veux pas... Nous, on a le temps. J'ai vu Charles Aznavour sur scène. Il a chanté La Bohème. Moi, c'est mon idole. Il avait 90 ans. Ah. Il a chanté La Bohème, comme c'était la première fois de sa vie. Et quand j'ai vu ça, pour moi, c'est marquant. Je pourrais te dire où, quand. C'était marquant. Moi, je vais faire des conférences jusqu'à 90 ans, c'est sûr. Et chaque conférence de ma vie sera toujours la plus importante de ma vie. Alors, si je fais une conférence à 90 ans, j'aurai la même intention, la même, comprends-tu, que Charles Aznavour à 90 ans. Alors, tout ça pour te dire, les gens, j'aime chanter, puis je vais chanter. Et j'ai déjà chanté sur scène aussi. Tout ce qui est Croner, Frank Sinatra, Elvis. Fais-nous un petit bout, là. Ça. Ah, ben là. Hey, c'est drôle parce que j'ai chanté... puis je vais chanter. Puis là, ça se peut, pas clair, que je prenne la chanson Formidable de Charles Aznavour. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore cette chanson-là. C'est beau, puis il y a une histoire. Il y a le jeu de mots. On te reconnaît dans le jeu de mots. Juste des jeux de mots. Puis tu sais, quand tu es dans une activité comme ça, tu peux pas chanter pendant 4 minutes. Je pense que c'est 2 minutes et demie. Alors, You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Ah, tu vois, j'ai hâte. Probablement que c'est ça que je vais chanter. Ouais. Ça fut une montagne russe d'émotions. Là. Je suis très, très contente que tu aies accepté l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Un réel privilège. Merci. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!